Bonjour à tout le monde, bonjour aux développeuses, aux développeurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Nous sommes déjà fin janvier 2026. Et pour ce nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, nous accueillons Julien. Julien, bonjour à toi. Bonjour François. Je te laisse te présenter en quelques minutes et après on introduit un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, je suis Julien Lépine, je suis directeur de la technologie chez AWS pour la France. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille chez Amazon Web Services pour aider les développeurs et les développeuses à adopter les technologies cloud et intelligence artificielle. Super. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir pour parler un petit peu de Re-Event qui s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant. Alors, on va pas faire un tour d'horizon de tout, parce que c'est pas vraiment possible, mais on va se focaliser sur 3-4 points. Bien évidemment, on va parler de l'IA parce que ça reste le point central de votre côté, mais avec une réorientation et une réaffirmation même autour du développement des développeurs. Et cerise sur le gâteau, on va parler un petit peu de legacy. Parce que comme tu nous disais en préparant un petit peu notre échange d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui bougent et pas seulement côté mainframe et côté COBOL. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement? Donc c'est le gros événement, ça fait partie des top 5, on va dire top 6 des grosses conférences développeurs annuelles. C'est quoi? Ça se déroule quand et comment? Alors, Reinvent, c'est la semaine juste après Thanksgiving. Donc, c'est habituellement la dernière semaine de novembre, première semaine de décembre. Je dis Thanksgiving parce que c'est une conférence qui se passe aux États-Unis. C'est un événement donc, annuel par AWS qui a commencé en 2012 et qui se passe à Las Vegas depuis la première année. Alors, tu parlais des grands événements tech. C'est un événement où on a plus de 60 000 personnes sur site, plusieurs centaines de milliers de personnes qui regardent les vidéos à distance. C'est un événement qui dure une semaine. Donc, on commence le lundi matin avec directement des sessions, des choses comme ça, et on va jusqu'au vendredi matin, parce qu'après, effectivement, les gens doivent rentrer chez eux. Et on couvre tous les sujets qui sont liés au cloud et à l'intelligence artificielle. Il y a à la fois une partie session, comme dans toutes les conférences tech, bien entendu, beaucoup de partenaires et de présentateurs qui viennent aussi dans un Mmh. gros hall. Et on a beaucoup de choses qui sont des expériences où on va pouvoir tester le sport, la vidéo, les différents éléments. Donc, on essaye d'être très dans la Mmh. pédagogie et dans l'apprentissage. Mmh. Très très bien. Donc, alors, comme je l'ai dit un petit préambule, on va pas faire un tour d'horizon, effectivement, de tout ce qui était annoncé, les services qui sont disponibles maintenant en GA et non plus en bêta, qui sortent de preview, etc. Parce que sinon, on en a pour la journée entière. La première Euh, keynote fait un peu plus de 2 heures voilà, et on a 5 keynotes dans la semaine. Donc, effectivement, si on veut voilà, faire tout le tour, on en a pour un moment. voilà, exactement ça. Euh, alors, on va s'intéresser déjà à tout ce qui est legacy, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Alors, ça fait maintenant 2-3 ans que l'on voit s'activer effectivement AWS autour du legacy. Alors, d'abord sur la partie COBOL mainframe, il y avait eu des annonces, puis effectivement un nouveau service qui était apparu autour de ça. Mais aujourd'hui, effectivement, vous étendez un petit peu le spectre de la notion même de legacy, parce que le legacy, c'est pas que le mainframe COBOL, je le Ah rappelle, non. mais c'est toutes les stacks techniques, c'est tous les vieux codes. Le Java qui peut avoir 15 ans, 20 ans, le PHP qui peut avoir 15 ans, etc. Donc, en fait, c'est tous les projets un petit peu historiques qui tournent depuis de très nombreuses années et qui peut poser problème pour essayer de le migrer ou de le réécrire, quoi, en fait. Effectivement, Java a 30 ans maintenant. Donc c'est plus une technologie toute jeune. Et en fait, effectivement, donc, tu en parlais, on a commencé par un service qui s'appelait Mainframe Modernization Service. C'est un besoin énorme de nos clients. Il y a des bases installées de mainframe, de systèmes mid-range d'AS400 et équivalents
qui sont très importantes dans les entreprises. Mm. Et on a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, n'en peuvent plus d'être coincées, de devoir payer la maintenance, d'avoir des systèmes qui sont effectivement hors d'âge et immaintenables. Donc ça a été un des premiers environnements sur lesquels on a travaillé. Mais après, on a regardé un petit peu plus proche de chez nous. On n'a pas trop de mainframe chez Amazon. Par contre, on a beaucoup de Java. Et il y a 2 ans, on a annoncé AWS Transform. Alors là, il n'était pas nommé comme ça à l'époque, qui est un service qui nous a, nous, en interne, permis de moderniser des milliers d'applications qui étaient encore écrites en Java 8. Alors à l'époque, on migrait en Java 17. On peut aller un peu plus loin, Ouais. effectivement. La même chose avec .NET. Alors là, petite histoire personnelle, j'ai travaillé sur l'adoption du framework .NET 1.1 en 2003. Et donc, maintenant, c'est du legacy, alors qu'à l'époque, je trouvais ça tout à fait moderne. Mais effectivement, avoir ces capacités de mettre à jour des applications, ça a été un besoin de beaucoup de nos clients. Maintenant, on a plein de clients qui se disent c'est super, mais moi, mes applications, je n'ai pas juste envie de moderniser le langage ou la plateforme sur laquelle elles exécutent, j'ai envie de changer de plateforme. Et donc, ce qu'on a annoncé cette année, c'est un service qui s'appelle AWS Transform Custom. Et le principe de Custom, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser l'IA, parce que bien entendu, il y a de l'IA dedans, utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rétro-documenter les applications. C'est vraiment le premier point. C'est-à-dire, on va analyser en profondeur le code des applis, faire des specs, donc rétro-spécifier l'application, et à partir de ça, avoir la possibilité de redévelopper potentiellement dans un nouveau langage. Et on a vu des portages de PHP vers du TypeScript ou des choses comme ça qui ont été faites déjà par nos clients. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire du mapping un petit peu et de remapper un petit peu tout ça, mais de recréer, mettons, des schémas d'organisation inter-application, inter-base de données, parce qu'un des soucis quand la doc est très ancienne, quand il y a une doc déjà, parfois on ne sait pas quelle application tape dans l'autre application. Alors, on reste bien entendu centré sur l'utilisation des services ou des microservices. Chez AWS, c'est quand même un de nos principes fondamentaux. On fournit des primitives. On a plus de 16 moteurs de base de données différents. Donc, voilà, on donne la possibilité aux gens d'utiliser effectivement les meilleurs services pour leurs besoins. Ce qu'on voit sur les applications legacy, c'est que à l'époque, on faisait tout sur des bases de données relationnelles. Il y avait habituellement une grosse base de données relationnelle qui avait toutes les données de toute l'application, ce qui fonctionne très bien quand on commence sur une application, mais avec l'évolution, les multiples équipes, on voit qu'avoir une approche domaine, donc le domain-driven development ou design, va vraiment être quelque chose qui va nous aider. Et donc, à travers cette doc, on va pouvoir effectivement extraire des domaines, prendre une partie de l'application, l'extraire, la moderniser, changer de stack, faire quelque chose, et utiliser les différents patterns qu'on utilise depuis, ça va bientôt faire 20 ans qu'AWS existe, depuis une vingtaine d'années, pour moderniser les applications. Est-ce que, alors je présume que Transform et tous les services associés sont plutôt destinés aux entreprises, mais est-ce que ça peut aussi concerner les développeurs qui veulent migrer de version, monter de version, comme par exemple ils ont un projet, comme tu disais, du très vieux .NET ou du très vieux Java 7 ou 8, ou est-ce que c'est vraiment centré pour les entreprises? Alors, c'est un service, on peut l'utiliser directement. Donc, on peut très facilement, effectivement, tester AWS Transform. Par contre, Transform, effectivement, a aussi un objectif entreprise. Donc, Transform existe en tant que service, donc on peut l'utiliser, il est disponible dans la console et tout le monde peut le faire. Après, on a toute une offre, nous, d'accompagnement qui vient avec, soit à travers les équipes de consultants AWS et avec beaucoup de partenaires. On a plein de partenaires à la fois éditeurs de logiciels, des plateformes comme Cast, typiquement, qui vont venir travailler avec nous sur l'analyse de code, qui viennent s'intégrer, qui viennent apporter leurs règles spécifiques et qui, du coup, vont donner des super pouvoirs à Transform, parce que justement, le principe de custom, c'est vraiment cette extensibilité. D'accord, très très bien. Donc l'autre gros sujet aussi, alors parmi tout ce que tu m'avais cité en liste, en préambule de notre échange, c'est la partie Kiro. Donc c'est un IDE côté effectivement WS. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelles sont les nouveautés qui ont été annoncées? Et pourquoi c'est un service qui est important pour vous? Alors,
Déjà, Amazon, en tant que groupe, a standardisé l'ensemble des équipes sur Kiro en tant que leur éditeur de développement IA. Donc, tous les développeurs de l'ensemble du groupe Amazon, donc on parle de dizaines de milliers de développeurs à travers le monde, effectivement, ont décidé de travailler sur Kiro. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs éléments. Alors, d'une, effectivement, nous, c'est vraiment une vision de l'entreprise, à la fois Amazon et AWS en tant qu'éditeur de logiciels. C'est pas un IDE pour les développeurs AWS, par contre. C'est vraiment un environnement de développement sur lequel vous pouvez faire du .NET, vous pouvez même faire des développements pour d'autres plateformes qu'AWS, donc d'autres éditeurs cloud, du on-prem, du Kubernetes. Il est vraiment pas fermé à ce niveau-là. D'ailleurs, dans le nom, on parle toujours de Kiro, pas d'AWS Kiro ou d'Amazon Kiro. C'est bien une entité indépendante du groupe Amazon qui est vraiment là pour servir les développeurs. Nous, c'est extrêmement important pour un élément. On a fait beaucoup de vibe coding dès le départ. Effectivement, quand ça a sorti, on a beaucoup de nos ingénieurs qui se sont posés la question, comment est-ce que je peux utiliser cette IA? Et on a vu assez rapidement des freins. Les freins que tout le monde voit maintenant. Hein. Si on fait un prompt qui est un peu trop ouvert, le LLM, il va trouver une réponse, mais parfois, il va halluciner un petit peu. Donc, il ne va pas nécessairement faire ce qu'on veut. On a eu effectivement, on voulait faire du test-driven development, donc on faisait des tests. On s'est rendu compte que parfois, les algorithmes et les modèles avaient tendance à changer le test plutôt que de changer le code pour s'assurer que le test allait passer. Parce qu'effectivement, sa fonction de reward était le fait que le test passe. Et après, ce qu'on voyait, c'est dès qu'on était plusieurs à travailler en parallèle, on avait le risque d'avoir des modèles ou des agents qui allaient changer de manière significative une partie de la code base qu'ils n'étaient pas censés toucher. Et Kiro, en fait, a vraiment été lancé sur... déjà, c'est une extension de VS Code, donc c'est pas nouveau pour les développeurs. C'est vraiment un environnement qu'ils connaissent et qu'ils peuvent utiliser très rapidement. Mais on a introduit dès le départ de Kiro un mode de développement qui s'appelle le Spec-Driven Development. Alors, je suis suffisamment âgé pour avoir fait de l'informatique avant le manifeste agile. Et quand on me dit, non, mais super, on va faire des specs, Julien, pas nécessairement le truc qui me met en joie, effectivement, au départ. Là, le principe, c'est de se dire, ce qui était très long dans la rédaction des spécifications, finalement, c'était la partie rédaction. Et là, on peut utiliser l'intelligence artificielle qui vient vraiment nous aider. Donc, plutôt que de dire, j'ai un prompt et mon agent va venir développer, finalement, on a mis quelques phases intermédiaires. J'ai un prompt, ça va générer un ensemble de specs avec ce qu'on appelle des attributs ou des propriétés, donc des invariants qu'il va falloir tester. Très important pour justement la génération des tests. Et après, ça va nous générer un design avec les schémas, avec tous les éléments, vraiment en quelques minutes. C'est assez magique. Et une fois qu'on a fait le design, ça va nous proposer un plan d'implémentation avec des tâches unitaires qui sont bien segmentées, ce qui permet à une équipe de travailler sur des environnements différents et savent exactement ce à quoi elles vont toucher quand elles vont y toucher, et voire même d'avoir plusieurs agents qui vont venir travailler en parallèle. Donc, on est vraiment sur un modèle de développement qui permet à des équipes, et à des équipes importantes, de le venir. J'ai un mini retour sur l'adoption de Kiro chez Amazon. Alors, on parle d'intelligence artificielle beaucoup. On a un service qui s'appelle Bedrock, Amazon Bedrock, qui est le service pour accéder à tous les modèles de langage large que vous voulez utiliser directement d'Amazon, d'éditeurs tiers, à travers la marketplace. Donc, c'est vraiment la brique fondamentale de gestion de l'intelligence artificielle. On devait redévelopper ce service-là, parce que quand on l'a développé et qu'on l'a lancé en 2024, on avait une vision de ce que ça allait faire. Et je pense que tous les développeurs, on est d'accord pour dire que la vision qu'on avait fin 2023 et début 2024 de ce que pouvait faire l'intelligence artificielle pour les développeurs a un petit peu changé par rapport à maintenant. Et donc, notre service aussi, on a dû le faire évoluer et on a fait un projet assez standard. On s'est dit, tiens, comment est-ce que je pourrais le mettre à jour? On a une équipe de développement qui est venue, qui nous a dit, il me faut une trentaine de développeurs et il me faut 18 mois pour le faire. On s'est dit, ça ne va pas vraiment marcher parce que nos clients, ils ont besoin d'avoir des nouveaux modèles, ils ont besoin d'avoir des choses comme ça. Et donc, en utilisant Kiro et en utilisant ces nouvelles méthodes de développement, on a eu la possibilité de redévelopper Bedrock, donc au standard Amazon, avec de la traçabilité, avec du billing, avec tous les niveaux de sécurité et de conformité attendus par Amazon, avec une équipe de 6 personnes et en 76 jours. Donc, on est passé de 18 mois à moins de 2 mois et on est passé d'une équipe d'une trentaine de personnes à 6 personnes, donc 5 fois moins de personnes. Et c'est le genre de changement d'échelle que l'on peut faire. Par contre, on a dû changer notre manière de développer. On n'a pas juste développé de la même manière que l'on le faisait avant. On a vraiment changé notre manière de travailler.
Mmh. Alors, juste pour rappel, Kiro, donc, tu parlais de VS Code, donc qui s'intègre dedans. Tu as aussi, bah, la CLI, hein, Oui, qui est disponible, mais attention, que sur macOS et sur Linux. Pas encore de pour version Windows l'instant, pour ça l'instant. arrive. Bon, Pour l'instant, effectivement, on le met dans les roadmaps. Le support de Windows devrait arriver. J'ai pas de date à mmh, vous annoncer encore à ce jour. bon, très, très bien. Parfait. Donc ça, on comprend que c'est, une des clés, de l'approche IA de l'agentique, pour les développeurs. Alors évidemment, Raven, ça a été l'occasion de parler de tous les services que cette fois, vous hostez directement pour les entreprises et les développeurs. Donc là, pas mal de choses, que ce soit dans les modèles, que ce soit dans les services, que vous proposez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est toujours important de le voir, notamment en keynote, c'est que vous avez aussi une partie purement matérielle, effectivement hardware, et ça, on a tendance à un petit peu l'oublier. Ça, c'est toujours intéressant, hein, c'est Trainium, et je crois qu'il y a eu des annonces assez importantes autour de ça. Voilà, donc alors, on fait effectivement du hardware pour le cloud depuis de nombreuses années. On a lancé nos premières instances en 2017 ou 2018. Mmh. Donc à l'époque, c'était Graviton, donc l'introduction de Oui. processeurs Mmh. ARM au sein de nos data centers. Et depuis, on a effectivement plusieurs générations. On vient d'annoncer une nouvelle génération d'instances Graviton à reInvent. Mais on a aussi une ligne de hardware dédiée, spécialisée pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Et donc là, on a annoncé la mise à disposition de Trainium 3, donc qui est la troisième génération de nos puces. Alors, elle s'appelle Trainium parce qu'on a effectivement deux types de puces. Une qui s'appelle Trainium pour initialement l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, et une deuxième qui s'appelle Inferentia, qui est dédiée effectivement à l'inférence. Pour les modèles de langage large, quand on parle de LLM, quand on parle d'Amazon Nova, quand on parle de Mistral, quand on parle de Gemma, quand on parle de tous ces modèles-là, ils sont tellement gros et tellement gourmands qu'en fait, on les exécute sur des infrastructures qui initialement étaient des infrastructures de training. Donc, Mmh. quand je parle de Trainium 3, c'est pas pour faire de l'entraînement de modèles, c'est aussi pour faire de l'entraînement de modèles. On a typiquement Anthropic qui fait l'entraînement de tous ces modèles sur Trainium 3, mais aussi pour l'inférence. Et donc, on a mis à disposition Trainium 3. Donc, dès aujourd'hui, c'est disponible au sein de nos différentes régions. Et on a annoncé Trainium 4, qui est la quatrième génération. Donc, Trainium 3, c'est plus de 4 fois la puissance de Trainium 2. Donc, on est vraiment sur des avancées significatives au sein des processeurs. On est sur des nouvelles architectures de processeurs. On a revu la manière de faire le cache. On travaille aussi beaucoup avec NVIDIA pour non seulement avoir un processeur, mais aussi avoir des clusters. Que vous utilisiez les derniers GPU NVIDIA ou Trainium, vous avez aussi la possibilité d'avoir du NVLink et les optimisations réseau fournies par les puces NVIDIA. Donc, on a vraiment un travail fondamental au niveau des serveurs. Et notre but est simple, c'est que vous ayez à entraîner des nouveaux modèles ou que vous ayez à utiliser les dernières générations des modèles, on veut vous donner la meilleure capacité à tout moment. Donc, Mmh. on travaille vraiment voilà, jusqu'au plus petit détail, réseau, serveur, Mmh. processeur, pour pouvoir le faire. Mmh. Alors, tu parlais de modèles, hein, je présume effectivement qu'aujourd'hui, vous supportez tous les grands modèles du marché? Oui, Ouais. effectivement. Donc, on va avoir des modèles en propre, donc, la chaîne Amazon Nova et Nova 2. On a annoncé plusieurs modèles, dont le premier modèle qui s'appelle Nova Omni, qui permet de faire du multimodal en entrée et multimodal en sortie. Donc, on va pouvoir prendre du texte, du vidéo, de l'audio, de l'image, et sortir de la même manière du texte, de vidéo, de l'audio, de l'image. Des modèles de voix avec Nova Sonic, différents modèles. Bien entendu, on a les modèles tels que Mistral, qui a Mmh. été d'ailleurs la première annonce de reInvent. Ça a été la mise à disposition de Mistral et de la dernière génération des modèles Mistral sur Amazon Bedrock. On va pouvoir aussi retrouver différents modèles, tels que les modèles OpenAI, les modèles Llama, les modèles ou les modèles OpenGPT, les modèles Google, tels que les modèles Gemma, qui Mmh. sont aussi disponibles. Ce qui est intéressant aussi avec Bedrock, c'est que typiquement, si vous utilisez ou avez développé avec des API OpenAI, vous avez la possibilité, Bedrock supporte aussi les API OpenAI. Donc, si vous voulez tester sur AWS, en fait, c'est juste une ligne de configuration. Il y a 0 ligne de code à changer et vous Mmh. pouvez directement aussi utiliser les modèles sur Ouais. AWS.
D'accord. Alors, le dernier point qu'on va aborder, parce que le temps passe quand même, c'est effectivement un petit peu le développeur. Donc, voilà, donc ça reste quand même un socle important pour vous, et notamment à l'heure de l'agentique, de l'IA, du web coding, du chatbot. Et tu parlais de deux éléments. Donc, bon, on a vu effectivement Kiro il y a quelques minutes. Euh, deux, deux autres éléments, c'est AI DLC et Oui. CTS SW. Alors, ce sont d'étranges prénoms, voilà, ou non, hein, Oui. qui est comme tu veux. C'est quoi derrière ces noms bizarres? Alors, AI DLC, c'est AI Development Lifecycle. Donc, pour les développeurs, vous avez déjà certainement utilisé ou lu des pratiques de Software Development Lifecycle, Mhm, SDLC, et il se trouve qu'on est fin janvier 2026, début février, entre le 11 et le 13 février 2001, donc il y a 25 ans, il y a un petit groupe de 17 personnes qui s'est réuni dans une station de ski aux États-Unis et qui en est ressorti avec un manifeste qui s'appelle le Manifeste de développement des logiciels agiles. Donc il y a tout juste 25 ans. Et en fait, quand on regarde, l'intelligence artificielle change fondamentalement cette manière de travailler. Non pas sur plein d'éléments, mais parce qu'on avait quand même une focalisation sur le fait que la génération de code et la production du code était une activité qui prenait de manière inhérente beaucoup de temps. mhm, Ce qu'on voit avec les modèles de langage large maintenant et les agents, c'est que en fait, la partie production de code, finalement, elle peut être assez rapide. Alors, si vous êtes sur Internet ces dernières semaines avec les Cloudbots et les Ralph Wiggle, effectivement, maintenant, on a plein de modèles, plein de manières de faire qui permettent de simplifier cette partie génération de code et génération des tâches. Par contre, avoir une vision, avoir une maîtrise et un contrôle sur l'ensemble de la chaîne de développement logiciel est extrêmement important. Et donc, AI DLC, c'est une tentative de formaliser quel serait un mode de développement pour lequel l'agent et l'utilisation de l'IA est vraiment au cœur de l'ensemble des tâches. Et donc, c'est une méthode de développement qui va intégrer à la fois la partie développement, la partie spécification, la partie test, la partie opération, la partie sécurité. Donc, vraiment une méthode. Alors, méthode, ça paraît très formel, hein, on est vraiment plutôt sur des grands principes, mais qui permet de dire, voilà, nous, on a essayé en utilisation chez AWS, je parlais des avancées faites sur Kiro tout à l'heure, et les avancées faites sur Bedrock. On utilise ces feedbacks-là, effectivement, pour créer cette méthodologie. Et donc, cette méthode va aider les développeurs, finalement, à savoir quelles sont les tâches et comment on peut travailler de la manière la plus efficace avec l'IA. Le CTS-SW, c'est un petit framework d'AWS. On vous mettra le lien vers le site Amazon Science. Alors, ce n'est pas un framework de développement. En fait, chez Amazon, on livre des colis pour la partie Amazon. Je parle sur les sites physiques. mhm, Et Amazon, ils ont une métrique qui s'appelle le cost to serve. Et donc, c'est de savoir combien ça coûte entre le moment où un client clique sur un produit et le moment où le colis il arrive devant sa porte. Ça paraît mhm. très simple. Mais du coup, effectivement, on va être obligé de prendre les prix de stockage, les prix de livraison, les différents impacts que l'on peut avoir. Et ça, on est capable de le diviser par le nombre de colis livrés et de calculer le cost to serve. Et donc, pour Amazon en tant que retailer, si on arrive à baisser ce cost to serve, eh ben, on gagne. Eh ben, le CTS SW, c'est ce qu'on appelle le Cost to Serve Software. Donc, on s'est basé sur notre unité, c'est le nombre de livraisons. On n'utilise pas que cette maîtrise-là. Cette métrique-là, on utilise aussi, bien entendu, les métriques de type DORA ou les métriques SPACE, donc qui sont deux des frameworks de métriques. Pareil, on vous enverra les liens qui expliquent comment mesurer la productivité des développeurs. Et donc là, on mesure le coût de production d'une livraison. Et donc, Mhm. mais d'une livraison logicielle. Pour nous, c'est une release qui est comptée. Et donc, à l'ère de l'intelligence artificielle, on essaye de mesurer. Et ce qu'on a vu, c'est que déjà en 2024, donc il y a un an, on n'a pas encore les métriques sur 2025. En 2024, rien qu'en utilisant la première génération des assistants de code, on avait 15,9% d'amélioration de notre cost to serve en termes de développement logiciel. La nouvelle génération qui arrive en 2025, on a nos Distinguished Engineers, c'est l'équivalent d'un vice-président chez nous, mais qui est finalement un développeur au quotidien. Il dit, dans les 5 derniers mois, j'ai poussé plus de code en production, et c'est la personne qui a développé Bedrock. Hein, donc, c'est quelqu'un qui travaille sur des services cœurs et qui maîtrise
très bien tout ce qui est déployé. Il dit en 5 mois, j'ai déployé plus de code que dans les 10 dernières années de travail chez Amazon. Donc, je pense que c'est une de nos métriques en fait qui permet de savoir quel est le coût d'un changement, d'une livraison d'une fonctionnalité au sein de nos logiciels. Super, très très bien. En tout cas, ça nous a permis un petit peu voilà, de parler de quelques nouveautés qui ont été introduites ou présentées durant la conférence de décembre. Je présume qu'il y a aussi une version en France aussi, qui va bientôt arriver. Alors oui, exactement. Nous avons le 1er avril, désolé pour la date, c'est pas une blague, le 1er avril 2026 au Palais des Congrès de Paris, c'est gratuit, les inscriptions sont disponibles en ligne. Vous avez la possibilité de venir à l'AWS Summit Paris, où effectivement vous aurez des présentations, les meilleures présentations de re:Invent seront représentées. Pour la majorité traduite en français. Donc, vous aurez aussi la possibilité de le faire, d'échanger avec les équipes, de découvrir les partenaires. Et il y a 2 petits sujets qu'on n'a pas touchés et qui seront assez intéressants à découvrir justement au Summit de Paris. On a parlé beaucoup de comment les agents et l'IA aidaient les développeurs. Mais en fait, il y a tout un domaine qui est comment moi, en tant que développeur, je vais pouvoir utiliser l'IA dans mon application pour mes clients. Comment je vais développer mes agents. Comment je vais intégrer ces agents. Alors, je reviens sur le fait que je suis malheureusement plus tout jeune en informatique, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Les questions sur l'intégration des applications ou des agents en entreprise, la question des bus, toutes les problématiques et les techniques d'architecture de systèmes d'information et d'urbanisation sont en train de revenir à fond. Donc, on est en train de vivre un moment passionnant aussi de transformation parce qu'on recrée des métiers qui existaient déjà différemment. La manière de le faire n'est plus la même. Et un deuxième élément, c'est on vous a parlé de beaucoup de choses que vous pouviez faire en intégrant dans votre IDE. On a aussi des agents complets, on appelle les Frontier Agents, qui vous permettent finalement de faire de la sécurité, de l'opération ou du développement de manière complètement assistée, où là, vous avez un agent qui travaille pour vous, même la nuit, quand vous dormez, parce qu'effectivement, c'était une grosse limite. On voyait que la productivité baissait quand on dormait, ce qui est à peu près normal pour un développeur. Là, on a des agents qui nous permettent justement de travailler pendant la période où nous, en tant que développeurs, on est moins actifs. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement, et tout sera présenté en avril à Paris. Très très bien. Donc c'est le 1er avril, donc vous n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Et bonus c'est gratuit et on fournit la nourriture. Non, je dis ça. Voilà. Non, mais alors, au-delà de ça, le petit bonus, c'est que le café, en général, il est pas mal du tout. Donc, allez-y. Voilà. Ça c'est important. C'est ce qui est très, très important. Si on veut compiler toutes les nouveautés, toutes les annonces, est-ce que vous avez quelque chose comme un Book of News ou un récap de toutes les annonces qui ont été faites? Alors, on a un récap et on a des séries de récaps en vidéo qui sont disponibles. On vous met le lien avec le podcast et qui sont là justement pour vous permettre de découvrir en 1 heure ou 2 heures en fonction de ce que vous voulez faire, soit l'ensemble des annonces de manière très rapide, soit même sur des sujets particuliers sur lesquels vous voulez avoir. Donc, typiquement, vous faites de la data. Et vous voulez avoir des annonces data, vous avez la possibilité de suivre ces tracks dédiés. Donc, on a des webinaires qui sont disponibles pour ça. Et encore une fois, le Summit sera là pour vous accompagner là-dessus. Donc, on vous mettra tous les liens avec ce podcast. Très, très bien. Merci à toi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble de nos podcasts sur votre lecteur de podcasts favori, que ce soit surprogrammé, que ce soit Ocha, podcast Apple, Spotify, etc. Et n'oubliez pas tous les replays, évidemment, sur notre chaîne YouTube, comme à chaque fois. Merci à tout le monde et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup, bonne journée.